Après 4 jours de réflexion, le Hamas a dit oui au plan américain, un oui avec des conditions. Poignée de main, discours et signature de traité de paix, c'était surtout une grande victoire pour Donald Trump. N'oublions pas l'essentiel. Ce que le président Trump a fait a surtout démontré que le président des États-Unis était capable d'arrêter les assauts militaires de l'État d'Israël quand il le voulait. Un triomphe lorsqu'il entre à la Knesset. Donald Trump, l'homme de la fin du cauchemar selon ses propres mots, est celui qui redonne de l'espoir après 2 ans de guerre meurtrière à Gaza. Dans le plan trumpien, il n'est même pas question d'État palestinien. La paix et les affaires, dans un mélange des genres où naviguent les hommes clés du président. Steve Witkoff, envoyé spécial pour la paix, c'est lui qui a lancé l'idée d'une Riviera à Gaza. On est, sauf exceptionnelle surprise, dans une situation de déni de la paix. Bertrand Badi, professeur des universités émérite à Sciences Po, auteur de L'Art de la paix chez Flammarion. Ma première réaction, elle est d'abord de dire que la pression systémique, ça existe. C'est-à-dire, on va étudier la stratégie des uns et des autres, mais ce que je vois, c'est cette profonde transformation de l'opinion publique internationale, ces jeux de pression venant de partout, de l'intérieur même des sociétés et aussi de pas mal de diplomatie, à quand même contribuer à l'impensable, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, en tous les cas provisoirement, renonce à son jusqu'au-boutisme. J'ai dit provisoirement, il faudra revenir là-dessus. Donc, n'oublions pas de rendre hommage à l'humain, c'est-à-dire à cette indignation qui transcendait les chancelleries, les jeux diplomatiques cyniques et réalistes, qui s'imposait à travers les boycotts, à travers les manifestations. J'ai encore en tête la manifestation de Rome au début de ce mois, 1 million de personnes dans la rue. En Australie, 350 000 personnes quelques semaines auparavant. Il est faux de dire que le politicien, même le plus cynique, ignore tout cela. Il est dans un bain mondial et ça a fini par jouer. Alors, ça n'a pas été le mécanisme enclencheur. Je pense que cette pression systémique, elle a peu à peu créé un climat nouveau. Voyons maintenant les protagonistes. D'abord, Donald Trump. Donald Trump, le président des États-Unis, a d'abord eu une très mauvaise surprise en consultant les derniers sondages qui indiquaient qu'une majorité, non pas d'Américains, d'États-Uniens, mais de Républicains, considérait que le comportement d'Israël n'était pas acceptable. Un homme comme lui, qui voit que sa base électorale est en train de s'éroder, ne peut pas ne pas être sensible. Autant l'homme peut être insensible à des dizaines de milliers de morts à Gaza, autant l'érosion de son électorat MAGA lui pose problème. De même que le jusqu'au-boutisme de Netanyahou dont je parlais tout à l'heure a eu pour principal effet de créer une crise entre le président des États-Unis et les États du Golfe. Il ne faut pas oublier que plus encore qu'Israël, le Golfe est le centre de gravité de la diplomatie américaine au Moyen-Orient. Les choses ont en fait évolué. Ça a longtemps été Israël. Aujourd'hui, c'est le Golfe Persique. Et dans ce Golfe Persique, une attaque sur le Qatar a indigné, y compris les rivaux qui n'aiment pas beaucoup l'émir du Qatar, je pense aux Émirats Arabes Unis, voire à l'Arabie Saoudite, qui ont considéré que ce qui avait été fait, là, était inadmissible. Deuxième point. Troisième point, l'homme a tellement envie de montrer qu'il est capable de tout faire. Et il trouvait que là, l'opportunité était très grande. Donc, il y avait déjà 3 raisons. Mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel. Ce que le président Trump a fait a surtout démontré que le président des États-Unis
était capable d'arrêter les assauts militaires de l'État d'Israël quand il le voulait, parce que sans l'assistance militaire américaine, Benjamin Netanyahou ou n'importe quel premier ministre israélien ne peut plus rien faire sur le champ de bataille. Et donc, c'est quand même paradoxal d'attribuer au président Trump le mérite de la libération des otages et du cessez-le-feu à Gaza, quand on sait qu'il a fait ainsi la démonstration que depuis 2 ans, il aurait été en mesure de le faire. Bon. Maintenant, les deux autres. Et c'est assez intéressant parce que assez mal vu et mal analysé. Du côté du Hamas, je pense que du côté du Hamas, on était arrivé à la conclusion que les otages n'ont plus la valeur stratégique qu'ils avaient autrefois. C'est-à-dire que, avec les prises d'otages, le Hamas est arrivé à un certain nombre de résultats que probablement il escomptait. Premier résultat, construire autour de lui et en fonction de lui l'agenda de la région. C'est lui qui décidait, négociait, jusqu'à quand même quelque chose de tout à fait remarquable, qui est que le président des États-Unis, dit-on, lui-même, avait négocié directement avec le Hamas. C'est un peu comme Kim Jong-un lors du premier mandat trumpien qui serrait la main du président des États-Unis. Le Hamas, paradoxalement, dans cette attaque terroriste, a obtenu une sorte de reconnaissance internationale. Deuxièmement, le Hamas a réussi dans cette affaire à remettre le dossier palestinien sur la table et provoquer notamment cette chaîne de reconnaissance de l'État de Palestine. Et puis, troisièmement, le Hamas a mis l'autorité palestinienne dans l'embarras. On l'a vu, Mahmoud Abbas n'arrivant pas à se définir face à ces différents acteurs. Il gagne en puissance en Cisjordanie, et dès lors, la plupart des résultats étaient atteints. Les otages, malheureusement, certains d'entre eux, la majorité de ceux qui restaient étaient morts. Donc c'est un peu la fin d'une séquence. Côté maintenant Israël, il faut voir que encore lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies le 26 septembre dernier, Benjamin Netanyahou annonçait qu'il irait jusqu'à éradiquer totalement le terrorisme, qu'il n'était absolument pas question d'un État palestinien, que de toute manière il irait jusqu'au bout de sa politique de force à Gaza. Et quelques jours après, il change d'attitude. C'est une manière de défaite qu'il a eu l'habileté plus ou moins marquée de travestir en disant qu'il était arrivé à ses fins. Nul n'est dupe. La réalité, c'est d'abord que l'État d'Israël est exsangue. On ne sait pas à quel point l'économie israélienne a été affectée par 2 ans de guerre. 2 ans de guerre, c'était du jamais vu dans l'histoire de l'État hébreu. C'est une croissance rétractée. C'est aussi 170 000 Israéliens qui ont quitté Israël parce qu'ils ne supportaient plus la situation de guerre dans laquelle ils se trouvaient. C'est des familles qui sont inquiètes pour leurs jeunes qui partent au combat. Donc, c'était déjà sur le plan même du fonctionnement de l'État israélien quelque chose qui devenait insupportable. S'ajoute à cela le formidable isolement diplomatique d'Israël. Alors, Israël n'a pas l'habitude de tenir compte des manifestations hostiles à son égard, mais on a vu l'image quand même saisissante de ces 77 délégations à l'ONU qui ont quitté l'Assemblée générale lorsque Benjamin Netanyahou est monté à la tribune. L'isolement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la pression systémique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dur et d'extrêmement coûteux.
Alors c'est effectivement là que les choses se compliquent. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué ou tenté de l'expliquer, il y avait finalement un alignement des planètes pour libérer les otages et atteindre un cessez-le-feu à Gaza. Qui peut d'ailleurs le déplorer, hein, on imagine d'abord le soulagement des familles d'otages, pour en particulier ceux des otages qui ne sont pas morts, et on imagine l'immense soulagement des populations gazaouis qui savent que ils sont protégés, en tous les cas pour le moment, des bombes. Mais s'il y a eu alignement des planètes et en fait consensus stratégique, je pense, entre ces trois protagonistes, États-Unis, Hamas et Israël, sur cette première étape, il y a en fait un profond désaccord sur le reste. C'est-à-dire que le jeu stratégique d'Israël, il peut être interprété de deux façons. Et vous voyez, je vais avec prudence parce que je ne sais pas laquelle des options est bonne. Consistant à dire, on a été obligé de lâcher du lest pour les raisons que j'expliquais il y a un instant, mais il n'est pas question d'abandonner nos fins ultimes, donc on va miser sur la faute réelle ou présumée de l'autre pour rompre l'accord et reprendre les combats. C'est l'hypothèse la plus pessimiste, mais qu'il ne faut pas négliger, parce qu'elle a un précédent. L'accord du 20 janvier 2025, déjà négocié par Trump alors qu'il n'était pas encore formellement président des États-Unis, prévoyait 3 étapes. On n'est jamais passé à la 3e étape qui devait justement déboucher sur la paix, et plusieurs prétextes ont été saisis de la part d'Israël pour dire tout cela n'est pas conforme à ce qui a été décidé, donc nous devons reprendre l'opération militaire. Ça, c'est une première option. C'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, elle est un petit peu plus complexe et subtile, qui consiste à dire, finalement, on va tenter d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dans cette dynamique de pouvoir construire une négociation, mais à condition, c'est la parole israélienne, que nos points fixes ne soient pas remis en cause, c'est-à-dire pas d'État palestinien et l'éradication du Hamas. Si on retient cette hypothèse de la relative bonne foi, si vous voulez, il y a 3 points d'achoppement qui sont très graves, qui sont très très graves. Le premier point, c'est la démilitarisation du Hamas. Le Hamas a dit qu'il n'était pas question d'une démilitarisation, tandis qu'Israël et Trump ont l'un et l'autre dit que c'était incontournable, il fallait démilitariser le Hamas. Seulement là, outre qu'il y a un choc de volonté, c'est-à-dire un dissensus entre les acteurs, il y a beaucoup plus grave, il y a un problème technique. C'est-à-dire, comment va-t-on désarmer ? Alors Trump a dit tout récemment, ils vont désarmer, et s'ils désarment pas, nous, on les désarmera, et de façon rapide et violente. Bon, très bien. Moi, je suis d'une génération qui a connu la guerre d'Algérie. En tout cas, j'en ai un vague souvenir d'enfant. J'entendais toujours qu'on allait désarmer le FLN. On n'a jamais désarmé le FLN jusqu'aux accords d'Évian qui ont confié l'Algérie à un État FLN. Dans l'histoire récente des relations internationales, on connaît quelques rares exemples de démilitarisation réussie. Et ces exemples sont imputables à l'ONU. L'ONU avait mis en place, à l'occasion notamment de 2 guerres, la guerre d'indépendance de la Namibie, 1989, et la guerre civile du Mozambique, qui s'est terminée en 1992, avait mis en place le système DDR. DDR, ça veut dire démobilisation, démilitarisation et réintégration. Mais je donne cet exemple parce que la 3e composante est très révélatrice. Vous allez désarmer parce que vous allez être réintégré. Vous allez nous confier
vos Kalachnikov, un exemple, en échange, vous aurez une position, un statut, une place dans l'État qui va se constituer. Et c'est comme ça que l'ONU, avec l'aide de l'ONG Sant'Egidio, avait réussi à démilitariser la RENAMO, qui était la grande force qui s'opposait au Frelimo dans la guerre civile mozambicaine. Comment voulez-vous que le Hamas accepte de se démilitariser s'il n'a pas de contrepartie ? Le Hamas est ce qu'il est, mais il a une rationalité stratégique, et dont on a vu qu'elle pouvait être terriblement cynique. Et donc, dans l'idée de dire, vous vous désarmez, et puis c'est fini, on n'entend plus parler de vous, je crains que ça ne fonctionne pas. Et là, la première grande erreur, c'est de ne pas avoir confié aux Nations Unies ce travail de démilitarisation. Les Nations Unies, seule instance au monde qui ont réussi par 2 fois, en Namibie et au Mozambique. C'est une première impasse dont je vois mal comment elle pourra être, dans les conditions actuelles, dépassée. La deuxième impasse, c'est comment va être gérée la bande de Gaza. Et là, on est dans le rêve et peut-être dans le cauchemar. Penser qu'un comité de paix présidé par M. Trump et vice-présidé par Tony Blair, l'homme qui a laissé le souvenir de la campagne d'Irak en 2003, et l'homme qui avait été l'émissaire du quartet au début de ce siècle pour tenter de sortir déjà le conflit israélo-palestinien de l'impasse et qui avait abouti à aucun résultat, l'homme qui en plus incarnerait un nouveau mandat britannique sur la Palestine, c'est presque risible de naïveté. Et donc, tant que cette gestion du territoire de Gaza ne sera pas remise au moins à une entité neutre, et si possible, une entité neutre intégrant peu à peu des autorités palestiniennes, je crains l'impasse absolue. Et puis, enfin, le troisième élément, non des moindres, c'est que les choses sont claires. Il n'y a pas de paix sans coexistence. C'est pas moi qui le dis, c'est Aristote, donc vous voyez, ça fait déjà un certain temps qu'on en est persuadé. La coexistence, c'est quoi ? C'est la reconnaissance, c'est la parité et c'est l'altérité. Reconnaître l'autre et ses droits. La parité, c'est-à-dire les droits de l'autre, sont égaux aux miens, et enfin, l'altérité, c'est-à-dire l'autre est quelqu'un de respectable avec qui je dois chercher à m'entendre. Sans ce triangle, rien n'est possible. Et dans le plan trumpien, il n'est même pas question d'État palestinien. Et dans la tête de M. Netanyahou, il est question d'empêcher à tout prix la naissance d'un État palestinien. Donc on est, au jour d'aujourd'hui, sauf exceptionnelle surprise, dans une situation de déni de la paix. Et on joue à nouveau cette partition qui a ensanglanté notre histoire, croire que le cessez-le-feu est un substitut à la paix. Le cessez-le-feu, ça a toujours été présenté comme tel, c'est arrêter une guerre dans l'hypothèse de la reprendre. La paix, c'est créer un ordre qui exclut la confrontation. On en est extrêmement loin. Et c'est la raison pour laquelle, quand on vante l'esprit de paix du président des États-Unis, on est soit dans la mauvaise foi complète, soit dans la naïveté absolue.